Ça Parfait. marche. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir comme à l'habitude à notre rendez-vous bimensuel des webinaires du risque. Nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir aujourd'hui Charlotte Heiselef. Après, Charlotte, tu vas dire ton nom de famille. Sincèrement, j'ai du mal à le Il y a aucun prononcer. souci, j'ai l'habitude. Donc, ma chère Charlotte est maître de conférence en risque climatique et stratégie de résilience à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Je dis ma chère parce que Charlotte, on se connaît personnellement. J'ai eu la chance de la rencontrer à Montréal. C'est rare pendant ces 3 années de pandémie de rencontrer des C'est personnes clair. en personne. Donc, elle a soutenu sa thèse de doctorat en modélisation des indicateurs de résilience urbain face au risque euh, d'inondation, co-construction d'un système d'aide à la décision spatiale pour contribuer à l'opérationnalisation du concept de résilience en co-tutelle entre l'Université d'Avignon en France et la Faculté d'architecture et l'urbanisme de Mons en Belgique. Donc, après avoir soutenu son doctorat, elle a effectué un postdoc de 2 ans à l'Université de Polynésie française. Elle a participé au développement d'un observatoire de la résilience dans les îles du Pacifique et ses recherches portent principalement sur la résilience des territoires vulnérables, urbains, insulaires, côtiers, face aux risques dans le contexte de changement climatique. Sa présentation aujourd'hui, je pense comme vous le voyez à l'écran, c'est opérationnalisation de la résilience urbaine, le développement des systèmes spatiaux d'aide à la décision. Donc, je te laisse le soin de prononcer ton nom de famille, ma chère Charlotte, puis je vous laisse aussi, cher auditoire, écouter attentivement la magnifique présentation de Charlotte. Merci, bonne présentation. Merci Manel pour cette présentation. Bon, du coup, tu m'as mis un peu la pression là. J'espère que ce sera à la hauteur de vos espérances. Donc, je m'appelle Charlotte Hinsleff et je suis maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay, au laboratoire le CEARC, donc culture, environnement, arctique, représentation et climat. Donc, un laboratoire de recherche qui est spécialisé sur les recherches sur le changement climatique, la question des perceptions, des expériences des populations par rapport aux risques climatiques. Donc, comme l'a dit Manel, j'ai fait ma thèse entre l'Université d'Avignon et la Faculté d'architecture et d'urbanisme de Mons en Belgique. Donc, l'objectif de ma thèse, c'était vraiment de travailler sur le thème de ma présentation aujourd'hui, donc l'opérationnalisation du concept de résilience, donc vraiment pour essayer de décortiquer le concept et le rendre plus compréhensible pour les acteurs locaux dans une perspective de le transformer en stratégie concrète. Et donc suite à cette, thèse, j'ai travaillé pendant 2 ans en Polynésie française dans l'optique de réadapter la méthodologie développée pendant ma thèse, mais aussi, de la peaufiner, de l'approfondir dans un système d'aide à la décision plus large, qui est sous la forme, d'un observatoire, des risques et de la résilience. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais, aborder, avec vous, cette problématique, de l'opérationnalisation du concept de résilience, parce que je pense que c'est, un enjeu qui est, transdisciplinaire, mais aussi, transnational, qui nous concerne tous. Et donc, je voulais un peu aborder avec vous, des exemples d'outils d'aide à la décision, de systèmes spatiaux d'aide à la décision, un peu, à travers, la littérature scientifique et dans un dernier temps, je développerai notre prototype d'observatoire, des risques et de la résilience qui est, en cours de construction en Polynésie française et donc, comme il se veut, être un prototype, l'idée c'est aussi de voir s'il pourrait être réapplicable sur d'autres territoires, et potentiellement sur d'autres risques. Donc on le sait tous, hein, à l'heure actuelle, on est dans un contexte de changement climatique, donc avec de nombreux exemples, de nombreux risques. On peut citer, l'exemple de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Donc en fait, l'ouragan a produit la rupture, de nombreuses digues et c'est surtout cette rupture des digues qui a entraîné, un nombre de décès extrêmement important, plus de 1 500 décès, avec, la destruction de plus de 300 000 habitations. Alors c'est un exemple vraiment important parce que c'est avec cet événement qu'il y a eu un changement de paradigme dans la gestion des risques, avec une prise de conscience qu'il était impossible de compter uniquement sur un système de protection unique et qu'au contraire, il fallait démultiplier les approches, les concepts, les méthodes, les stratégies de gestion des risques et notamment en intégrant de nouveaux concepts tels que celui de la résilience.
En France, on a eu, la tempête Xynthia également qui a marqué les esprits. Donc c'est l'une des tempêtes les plus meurtrières en France avec, 59 décès. La submersion marine avait atteint, 1,53 m à La Rochelle et ce qui idem, hein, ce qui a conduit à la catastrophe, c'est notamment la destruction des digues. Donc toujours cette supposition que, le système de protection, technico-fonctionnel, pouvait conduire à un risque zéro. À Paris, on a eu également, 2 années de suite, des inondations, de type centennal, qui ressemblaient, à celles de 1910. En 1910, on avait eu une inondation qui avait atteint, 8,62 m au niveau du zouave, de Paris que vous voyez sur la slide. Donc en 2016, on a eu, 6,10 m, de hauteur d'eau. Donc les conséquences ont été extrêmement lourdes, hein. C'était 15 000 personnes qui ont été évacuées, plus de 1,4 milliard d'euros de dégâts, et plus de 20 000, foyers qui ont été privés d'électricité. Alors, vous l'avez expérimenté en 2017, hein, avec les inondations au Québec. Donc c'était plus de 260 municipalités qui ont été touchées, plus de 4 000 personnes qui ont été évacuées et évidemment, ça a conduit à des coûts, gigantesques avec, des centaines de millions de dollars, canadiens pour essayer de réparer les dégâts, de ces inondations. Et à Paris, du coup, comme je vous le disais, en 2018, on a eu à nouveau, en 2 années de suite, enfin, sur 2 années, des inondations. Donc là, 5,84 m, de hauteur d'eau, et une paralysie totale du territoire avec, comme là, vous le voyez, tous les réseaux de transport qui ont été touchés, pendant plusieurs semaines, avant de pouvoir redynamiser, ce territoire. Très dernièrement, en Europe, on a eu également, les inondations, en Allemagne et en Belgique, donc en l'été 2021, qui a conduit à des coûts, enfin des dégâts extrêmement forts. Plus de 30 milliards d'euros ont dû être débloqués pour essayer de redynamiser ce territoire et il y a eu une centaine de morts, qui ont été recensés, en Allemagne, en Belgique, ça a été également une inondation transnationale. Donc par rapport à cette, succession de catastrophes, hein, on voit que finalement, chaque année, on a ce lot de catastrophes. On observe en parallèle une augmentation, des enjeux et notamment, liés au territoire urbain, une concentration de population, dans les aires urbaines. Donc là, on voit, la carte, des zones urbaines en 1970 et ici en 2018, donc depuis 2007 en fait, pour la première fois de l'histoire, on a plus de 50 de la population mondiale qui vit en ville. C'est souvent des villes qui ont connu une forte croissance et qui se situent dans des territoires extrêmement vulnérables puisque c'est souvent dans les zones littorales ou inondables. Donc on voit que c'est une dynamique, une tendance qui est exponentielle et donc face à l'augmentation, des risques en milieu urbain, à la concentration des enjeux dans les zones à risque, on en a un besoin de faire évoluer notre gestion des risques pour prendre en compte, toute cette complexité, qu'on observe à l'heure actuelle. Donc pour essayer de faire face, à cette problématique, hein, cette double problématique et ce paradoxe d'augmentation des enjeux en territoire urbain et cette survulnérabilité croissante de ces territoires urbains, on il y a une nécessaire évolution qui doit se faire. Donc historiquement parlant, dans la gestion des risques, donc je fais un petit historique pour, reprendre un peu depuis le début, hein, l'aléa était perçu comme, finalement une punition divine. Donc on a eu plusieurs, tendances, hein. Il y avait, l'âge des pleurs, c'est-à-dire qu'on pouvait apaiser, les divinités en priant, l'âge du sang, donc c'était plutôt avec, des sacrifices, animaux ou humains. Donc il y avait vraiment cette dimension, on ne peut pas maîtriser, l'aléa et c'est quelque chose qu'on subit. Le problème, c'est que ça conduit à une absence totale de responsabilité, de l'individu par rapport, à l'aléa. Par la suite, notamment avec, c'est un peu le grand rêve de Descartes, hein, cette idée de maîtrise de la nature, on est rentré dans une autre dynamique qui était, la tendance des approches dites aléa-centrées ou technocentristes. Et donc l'idée, c'était vraiment que via, l'action humaine, via, de nombreux, travaux, type, les digues, les barrages et cetera, on pouvait, avoir un impact, sur les éléments, naturels et donc du coup les maîtriser et atténuer leurs conséquences. Le souci, c'est qu'on se rend compte, que notamment tous les outils de modélisation dont on peut se servir pour essayer de modéliser un aléa, souvent sous-estiment, l'aléa en tant que tel, ne prennent pas en compte toutes les composantes, et donc du coup, ça conduit aussi à une fausse idée de risque zéro, et donc
bien souvent à une survulnérabilité puisque, les populations, notamment par exemple qui vivent derrière une digue, s'ils ne sont pas, au courant que la digue peut lâcher, en fait les actions ne sont pas du tout adaptées et ça conduit, à une survulnérabilité de ces populations. C'est pourquoi, par la suite, on a intégré le concept de vulnérabilité. Donc là, vraiment, c'est cette idée de dommage, tous les dommages qui peuvent être, qu'on peut subir suite à une forte exposition, à un aléa. Donc pour la première fois, on a un peu intégré, la dimension de conséquence finalement par rapport à un aléa. Le problème, c'est que c'est une approche très analytique et également assez pessimiste dans l'imaginaire collectif puisque être vulnérable, c'est manquer de quelque chose et donc souvent, en tout cas notamment quand on communique avec les acteurs locaux, cette notion de vulnérabilité est très mal perçue et on tend plutôt à essayer de la supprimer plutôt que de comprendre les raisons de cette vulnérabilité. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un besoin de rupture dans les paradigmes de la gestion des risques et c'est pourquoi progressivement le concept de résilience s'est inscrit dans ce domaine de gestion des risques. Alors c'est un concept qui est pluridisciplinaire, qui appartient à plusieurs disciplines. Historiquement, il est apparu avant tout dans les sciences de la physique. En fait, son origine avait pour but de définir la résistance des matériaux. C'est-à-dire qu'un matériau était défini comme résilient si, il ne bougeait pas suite à une forte pression. Donc dans ce cas-là, il était résilient et c'était l'idée de maintenir sa forme originelle. Alors c'est important parce qu'en fait certaines, définitions de ces disciplines, perdurent dans la gestion des risques et parfois créent du coup un flou, et une abstraction sur la compréhension du concept. On a ensuite, intégré le concept, de résilience en psychologie, donc c'est souvent, d'ailleurs, via cette discipline qu'on a entendu parler, de la résilience. Donc notamment, je ne sais pas si c'est la même chose au Canada, mais le psychologue Boris Cyrulnik a pas mal démocratisé, ce concept-là. Donc là, l'idée, c'était vraiment de comprendre tous les éléments qui, chez un individu, lui permettaient de se remettre d'un choc, d'une perturbation. Donc ça peut être un deuil, ça peut être, un traumatisme et cetera et donc c'est tous les éléments qui composent votre vie, ça peut être votre éducation, votre culture, voilà les personnes qui vous entourent, vos proches qui, vous permettent de vous relever, d'un élément perturbateur. Par la suite, on a intégré le concept de résilience en écologie. Et donc là, l'idée, c'était de retrouver un état d'équilibre, alors soit préexistant, soit nouveau, par rapport à une perturbation. Donc voilà, c'était comment un écosystème pouvait se remettre d'une perturbation en retrouvant un équilibre acceptable. Donc là, pour la première fois, la notion d'acceptabilité a été intégrée. Et ensuite, dernièrement, en tout cas depuis, au moins 2005, on a progressivement intégré le concept de résilience dans la gestion des risques et l'objectif premier, c'était notamment s'adapter aux changements et aux incertitudes. Le fait qu'on ne puisse pas tout prévoir et qu'il fallait au contraire être capable de développer des alternatives par rapport aux perturbations. Donc, le concept de résilience, apporte, beaucoup d'avantages, hein, dans cette, nouvelle approche, des risques. Donc tout d'abord, c'est un concept qui est dynamique, qui est évolutif et donc qui s'adapte parfaitement à notre, monde qui est en permanence, en transition et en évolution. Donc, également, c'est un concept qui s'adapte à une analyse systémique du territoire urbain et des enjeux associés puisqu'il prend en compte vraiment toute la complexité, du territoire. Il intègre notamment aussi toute la problématique des effets dominos ou des effets en cascade. Quand on parle d'un risque, notamment dans un risque dans un territoire urbain, c'est essentiel et il y a vraiment cette dimension, ou en tout cas cette tentative, de lancer, les notions d'innovation, les processus d'apprentissage, de rebond, pour essayer toujours d'apprendre, en fait, de la perturbation et que si un choc ou une perturbation a eu lieu, c'est que le système, existant ne fonctionnait pas et donc il faut en permanence être dans un processus d'apprentissage et d'innovation.
Donc ça, c'est pour les avantages de ce concept. Les inconvénients, parce que malheureusement, il y en a et c'est bien pour ça qu'on peine en fait à transcrire ce concept en action, en stratégie, c'est un concept extrêmement abstrait. Alors cette abstraction, essentiellement, elle tient notamment de cette origine pluridisciplinaire et qu'on du coup, on se perd dans les différentes définitions qu'il peut y avoir, de ce concept et notamment quand on observe, cette tentative de traduction en stratégie, les acteurs locaux, en fait, ne savent pas toujours, sous quel prisme ils doivent, comprendre et analyser le concept de résilience. Ensuite, autre, inconvénient, en tout cas qu'on peut mettre dans les inconvénients, c'est que c'est un concept, à la mode. Donc on peut l'appeler aussi un buzzword ou un mot valise, c'est-à-dire qu'on s'en sert un petit peu à toutes les sauces. Les Français dans la salle pourront se souvenir aussi de la stratégie résilience qu'on a eue, en période covid. Donc vraiment, on en entend parler, les entreprises ont aussi des stratégies résilience pour parler de l'économie et cetera et donc du coup cette surutilisation peut également perdre par rapport aux objectifs du concept. Donc ça entraîne une mauvaise ou une faible compréhension du concept et de ce fait une absence, globale d'opérationnalisation. Lorsqu'il y a des outils, existants qui cherchent à traduire ce concept, on se rend compte également qu'il y a peu d'appropriation de ces outils, souvent parce qu'ils sont trop complexes ou alors parce qu'ils sont, hem, définis ou construits avant même, l'échange avec les acteurs et donc du coup, il y a une absence totale d'adoption par ces acteurs de ces outils parce qu'ils ne se les approprient pas. Il y a une incompréhension soit des données, soit de l'objectif et les outils essentiellement, sont tournés autour d'approches dites technico-fonctionnelles, donc par exemple, la résilience des digues. Donc là, c'est finalement, il y a un côté très factuel. Est-ce que les digues sont résilientes ou pas? Alors que, voilà, toute la dimension, socio-économique est globalement très peu abordée. Donc voilà, donc il y a vraiment des limites, qui expliquent ce manque de compréhension, d'adoption et d'opérationnalisation du concept de résilience et c'est dommage au vu de tous les avantages, que nous apporte ce concept. Alors c'est pour ça que, on voit dans la littérature, dans la recherche à l'heure actuelle, vraiment une tentative de répondre à ces limites. Donc je rappelle les constats, hein. Heu, on observe à l'international, puisque c'est aussi un objectif de l'ONU, hein, de développer et d'opérationnaliser ce concept de résilience. C'est devenu un impératif pour les villes. Mais malheureusement, la majorité des outils existants se tournent essentiellement, autour, des infrastructures critiques, ce qui perd aussi, les gestionnaires ou les décisionnaires entre les différents discours qui peuvent observer et entendre, mais également les outils, auxquels, ils doivent se tourner, vers lesquels ils doivent se tourner. Donc il y a un besoin d'outils d'aide à la décision pour essayer de répondre à ces enjeux, à ces limites, et donc on se rend compte que la prise de décision, c'est vraiment une combinaison complexe entre la gestion des connaissances et tout un processus de raisonnement autour de ces connaissances. Donc il y a d'abord une dimension apprendre, comprendre et après comment gérer ces connaissances, et les traduire, en action. Et donc dans ces outils d'aide à la décision, on a des systèmes spatiaux d'aide à la décision et ça, c'est lorsque le territoire est abordé, donc vraiment avec une dimension spatiale, et également visuelle, notamment avec ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique afin de supporter, la compréhension et donc de ce fait, la décision, à long terme. Donc je voulais vous présenter, quelques systèmes d'aide à la décision qui existent, dans la littérature, scientifique, mais qui ont été vraiment, produits, donc qui ont un impact, réel, sur le territoire. Alors le premier outil que dont je voulais vous parler, c'est l'outil, ViewExpose qui a été développé par, une équipe, de chercheurs norvégiens donc OPAC et Rod en 2013 et donc leur objectif, c'était de cartographier, le degré de vulnérabilité, à l'échelle de la Norvège,
mais par canton. Donc l'idée, c'était vraiment le plus précisément possible, avec une échelle la plus fine possible, essayer de cartographier, avec une interface dynamique, hein, puisque l'interface, on peut s'y promener facilement, on peut sélectionner les cantons, on peut observer le degré de vulnérabilité. Ils ont également plusieurs couches, donc par exemple, une couche de vulnérabilité face, aux risques naturels, également une couche de vulnérabilité face, aux enjeux socio-économiques. Donc vraiment, ils ont essayé d'intégrer toute la diversité et la complexité, qui composent le territoire avec, plusieurs indicateurs qu'ils peuvent, mesurer, donc vraiment avoir un niveau de vulnérabilité compréhensible. Et donc cette dimension aussi de visualisation permet, d'avoir une approche beaucoup plus dynamique et compréhensible. Donc les avantages de cet outil, c'est que c'est vraiment une analyse extrêmement complète et fine, de la notion de vulnérabilité face au changement climatique. Ça s'adresse à plusieurs publics, à la fois les autorités locales, mais également les habitants. Donc il y a vraiment une sorte, hem, comment décrypter sur un langage le plus compréhensible possible par rapport aux différents acteurs du territoire. L'outil a également été construit dans une, approche collaborative, puisqu'il y a eu un échange des données avec notamment, les communautés locales, mais également, des tests au préalable avec les acteurs locaux pour savoir s'ils comprenaient l'outil, s'ils se voyaient, l'utiliser, sur le long terme, donc à l'aide notamment d'ateliers. Et c'est une plateforme évolutive puisqu'en permanence, ils égrènent de nouvelles données. Donc vraiment, c'est cette idée que cet outil soit construit sur le long terme et pas uniquement, dans une perspective, d'un projet scientifique qui s'arrêterait, une fois que, par exemple, que le budget, se serait écoulé. Donc il y a vraiment cette idée de long terme, par rapport au changement climatique. Les inconvénients, c'est que, toujours dans cette abstraction, hein, qu'on observe, face aux différents concepts, le concept de résilience n'est pas clairement, intégré ni identifié dans cet outil. Les données ne sont pas accessibles, c'est-à-dire qu'en tant qu'usager, vous ne pouvez absolument pas télécharger, les données, et même avoir accès, aux différentes, tables de données. Donc il y a une forme de flou à ce niveau-là. Et l'échelle, on peut un peu la questionner puisque c'est à l'échelle du canton, on le voit bien, hein, sur cette slide, à l'échelle du canton, mais donc c'est pas à l'échelle urbaine. Donc on ne peut pas vraiment sélectionner une ville et essayer de comprendre, le degré de vulnérabilité de cette ville. Et l'approche collaborative, elle a été faite en cours de construction, mais une fois que le prototype avait déjà été construit. Donc voilà, il aurait peut-être fallu, essayer de questionner ces concepts et cette compréhension des concepts, avant même en fait, d'initier une construction, de l'outil. Voilà, c'est tout ça, ce sont des questionnements, c'est des sujets de discussion, mais c'est un petit peu pour mettre, voilà, sous un regard critique ces outils, préexistants. On a également, l'outil Domino, donc je pense que les les collègues canadiens connaissent bien, donc qui a été développé, par, Benoît Robert, et son équipe. Donc l'objectif, c'était, de développer un outil de modélisation, des effets dominos du risque inondation à Montréal. Donc cet outil est un peu unique en son genre puisque c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, qui a vraiment pour objectif, de définir et d'analyser, cette notion de propagation et d'effet en cascade. Donc il y a vraiment cette notion d'interdépendance dans le système urbain. Et il y a également une analyse des interactions entre acteurs, entre les différents gestionnaires, de ces réseaux. Donc il y a vraiment une analyse extrêmement fine à ce niveau-là. Les inconvénients, évidemment, on peut citer le fait que ce soit une approche centrée uniquement autour des infrastructures critiques, hein, des réseaux urbains, et c'est une résilience qui est analysée évidemment post-crise, évidemment une fois que, l'inondation, a été, avérée. Il n'y a pas la dimension, multitemporelle, du risque, dans cet outil. Alors évidemment, je pouvais pas, citer, différents outils et les critiquer sans citer aussi, mon approche, sinon ce serait pas très juste. Donc c'est les indicateurs que j'ai pu développer, au cours de ma thèse. Donc finalement,
par rapport au constat des outils qui existaient, donc qui étaient essentiellement tournés autour des infrastructures critiques, j'ai essayé de répondre à cette limite et de développer plusieurs indicateurs de mesure du concept de résilience. Alors ça a été fait sous la forme d'une approche collaborative avec la ville d'Avignon, avec les acteurs du territoire et notamment le service SIG, donc Système d'information géographique, pour essayer déjà de mettre le concept en discussion. Quels étaient les éléments qu'ils comprenaient dans ce concept, avant même de parler de littérature. Et donc, on a codéfini 3 indicateurs de mesure de la résilience. Donc, un indicateur de résilience technique qui abordait la diversité et l'accessibilité des réseaux urbains. Un indicateur de résilience urbaine qui analysait la dynamique économique, donc notamment la création et la disparition d'entreprises, la localisation des infrastructures critiques et l'âge du bâti. Et ensuite, on a essayé d'appréhender, en tout cas d'intégrer toute la dimension sociale du territoire, donc notamment donc un indicateur de résilience sociale avec notamment la structure de la population, son âge, la perception des risques, la situation professionnelle, les habitudes, le niveau d'éducation. Et l'idée, c'était que ces indicateurs soient à 90 construits sur de l'open data, puisqu'il y avait vraiment cette dimension d'adoption des indicateurs par les acteurs locaux et donc du coup une facilité d'accès aux données sans avoir besoin de payer les données, puisque on sait bien que sur le long terme, ça ne fonctionne pas très bien. Et cette idée aussi de pouvoir tester cette méthode sur le territoire français, pas uniquement à Avignon. Et comme le territoire français est découpé en carroyage, donc en petits carreaux, ces données sont accessibles en fait sur tout le territoire et donc cette méthodologie est reproductible sur d'autres territoires urbains, ce qui est extrêmement intéressant quand on veut avoir une approche la plus exhaustive possible et comparer en fait les forces et les faiblesses de chaque aire urbaine. Donc, bon, les avantages, je l'ai déjà dit, il y a vraiment cette idée d'approche collaborative, des indicateurs multiples et qui se veulent le plus exhaustifs possible pour comprendre la complexité, du territoire. Il y a aussi vraiment cette dimension de visualisation avec une cartographie accessible et une transfert, pardon, une capacité à comparer différentes échelles spatiales, pour essayer de comprendre vraiment ces interactions entre les différents territoires. Et enfin, cette notion d'open data, je ne l'ai pas dit également, mais les outils de visualisation, ce sont des outils en open access, donc également gratuits. Donc il y avait vraiment cette idée de, voilà, cet outil devait être utile sur le long terme et pas uniquement le temps de ma thèse qui était que de 3 ans. Donc voilà, ça aurait pas été, les objectifs n'auraient pas été atteints dans ce sens-là. Les inconvénients, c'est que on a intégré qu'un seul risque, c'était le risque inondation. On n'a pas eu le temps de tester non plus et de valider ces indicateurs sur des événements d'ores et déjà passés. Et donc, l'idée également aussi, c'est que certaines données, notamment pour les données de l'indicateur de résilience technique, c'est des données dites sensibles, notamment la localisation de certaines infrastructures critiques. Donc, c'est des données qui ne sont accessible que par les acteurs du territoire. On ne peut pas y avoir accès en libre accès. Et donc, du coup, ça nécessite nécessairement une collaboration sur le long terme. On ne peut pas simplement reproduire cette méthodologie à 100% sur un autre territoire s'il n'y a pas cette démarche de collaboration avec les acteurs locaux pour avoir ces données dites sensibles. Du coup, c'est vraiment, voilà, je voulais vous faire un peu une sorte de panel d'outils qui peuvent exister à l'heure actuelle. Le problème, c'est que on observe à l'heure actuelle une démultiplication de ces outils pour essayer de répondre encore une fois à ces enjeux du concept de résilience. Mais cette démultiplication, on en vient un petit peu à une limite puisque ça alimente cette abstraction également, puisque les acteurs locaux se perdent dans le choix des outils s'il n'y a pas évidemment un accompagnement. Et donc, c'est
une des raisons pour lesquelles, par la suite dans mes recherches, on a réfléchi à essayer de développer un outil qui se voudrait unique, en tout cas une plateforme qui rassemblerait, toutes les avancées de ces différents outils que j'ai pu vous présenter et qui serait, facilement accessible et qui répondrait aux différents enjeux, des acteurs. Donc les observatoires, c'est un outil qui est d'ores et déjà, hein, utilisé, hein. Alors notamment en France, on a l'Observatoire national des risques naturels. Donc l'idée, c'est vraiment de produire de l'information et de ce fait de la connaissance, sur des thématiques, donc là, en l'occurrence, de risques sur le territoire. Et dans la littérature, on se rend compte que les observatoires ont pour objectif premier d'observer les territoires, et d'être un outil d'observation, de représentation collective, mais également opérationnelle, de ces territoires et des enjeux, des territoires en question. Et donc c'est un outil qui soutient la production de connaissances et de ce fait, petit à petit, qui permet de mieux comprendre des phénomènes et d'avoir une décision la plus éclairée possible sur des phénomènes. Alors, le prototype dont je voulais parler, a été pensé, pour la Polynésie française. Alors, pour plusieurs raisons. On a tous l'image d'Épinal, de la Polynésie française, qui est un peu le paradis sur terre, hein. Voilà, il y a quelques photos ici. Mais en réalité, c'est un territoire extrêmement, vulnérable qui concentre énormément d'enjeux. Donc c'est presque un living lab, hein, pour ceux qui sont intéressés par la question des risques. Alors, beaucoup de risques, le risque inondation, les risques cycloniques, les risques de submersion marine, les risques de tsunami, les risques d'éboulement. Donc voilà, on a vraiment une sorte de catalogue, de risques naturels. Et il se trouve aussi que, évidemment, dans une perspective de changement climatique, c'est un territoire qui est vulnérable de façon exponentielle, qu'il l'est actuellement, qu'il l'a été par le passé, mais qu'il l'est évidemment dans le futur. Donc il y a vraiment également cette urgence, d'accompagner, ces territoires. Alors c'est un territoire également multiple puisqu'il, concentre des îles hautes volcaniques, mais également des atolls. Donc c'est des îles, c'est des sortes de bandes de sable au milieu de l'océan. Donc il y a vraiment aussi cette multicité, du territoire et c'est un territoire extrêmement étendu puisque, si on prend les 5 archipels de la Polynésie française, ça fait la taille de l'Europe. Donc on a vraiment, une sorte de territoire, presque test, hein, qu'on pourrait appeler un territoire test, avec vraiment ces enjeux extrêmement, présents et urgents. Et le dernier argument, c'est que l'Observatoire national, des risques naturels, français n'intègre pas, la Polynésie française. Donc voilà, il y a vraiment cette absence totale, d'outils, en tout cas d'intégration de ce territoire dans les outils existants et donc un besoin, d'accompagnement pour ce territoire. Donc le prototype qu'on a conçu, se construit autour de 6 tâches, 6 étapes, 6 briques, qui vont de la vraiment de la construction de connaissances sur les risques et la résilience. Donc vraiment, c'est la première étape, essayer déjà de produire de la connaissance ou en tout cas de l'alimenter et de l'appuyer. Ensuite, la tâche numéro 2, c'est vraiment cet enjeu de collecte de données. Alors soit de valorisation de données préexistantes, puisqu'ils ont également, un institut de données, donc qui est accessible, soit de production de nouvelles données. Ensuite, la tâche numéro 3, c'est vraiment essayer de développer des approches collaboratives et participatives avec les acteurs locaux pour essayer d'appuyer le plus possible, ou en tout cas de faire en sorte que cet outil réponde réellement aux besoins, et aux enjeux exprimés par les acteurs. Et ensuite, la tâche 4, 5 et 6, c'est vraiment la production technique, de l'observatoire, les tests et la valorisation, sur le long terme de la production. Donc, pour l'instant, étant donné que c'est un prototype, on a surtout investi, les 3 premières tâches, donc notamment la tâche, numéro 1 qui a pour objectif vraiment de produire de la connaissance sur les risques. Alors notamment, via la production d'un atlas, des risques au niveau de Tahiti notamment, donc qui est l'île principale, mais également une cartographie et une évaluation, une modélisation des degrés de résilience, sur le territoire. Donc là, on s'est appuyé, à la fois sur, les indicateurs que j'avais pu produire, en thèse, mais également, d'autres,
recherche notamment, qui avait été développée par, Damien Serre, le DS3 modèle vraiment sur la dimension, résilience technique. Donc on a vraiment combiné là pour la première fois, 2 approches pour produire des indicateurs les plus exhaustifs possibles et donc on en parvient à des cartographies de résilience, donc là notamment dans la vallée la plus urbanisée, de Tahiti avec des niveaux de résilience qu'on a essayé de mettre en discussion avec les gestionnaires d'infrastructures critiques pour comprendre leur perception et leur compréhension de ces cartes. Ensuite, sur la dimension, collecte de données et production de données, on a lancé, une recherche sur l'utilisation des drones pour essayer d'acquérir, des données à la fois, qualitatives mais également quantitatif, c'est-à-dire que l'utilisation des drones, ça permet de faire des survols, très réguliers sur des zones, de littoral, à faible coût et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir observer les modifications potentielles, du territoire suite, par exemple, à un événement majeur type, tempête, mais également d'essayer de développer des indicateurs, de résilience, mais dont les données ne seraient acquises que par drone. Donc comment, sur un territoire, par exemple, qui ne peut pas produire ses propres données, on pourrait, cartographier, modéliser, le niveau de résilience avec simplement des survols de drones. Et ensuite sur la dimension, voilà, approche collaborative et participative, on a mené, plusieurs ateliers, mais également on a développé, la notion vraiment de jeu sérieux pour essayer, décortiquer de façon compréhensible et ludique le concept de résilience. Essayer c'est également de faire prendre conscience de la diversité de différentes résiliences, c'est-à-dire qu'il y a pas une seule résilience, mais il y a plusieurs résiliences. Et donc montrer qu'en permanence, il faut trouver un équilibre entre ces différentes résiliences. Donc là, l'idée, c'était de développer un jeu de plateau avec les acteurs locaux, et essayer de les mettre dans une situation de choix, avec, des choix qui concernent l'avant-crise, ensuite le pendant-crise et ensuite l'après-crise, pour montrer qu'en fait, chaque action a des répercussions, sur le long terme et parfois sur plusieurs résiliences. Donc voilà, donc là, c'est quelques exemples, de méthodologies qu'on a pu, mener à bien au sein de cet observatoire. C'est encore, un prototype, hein, comme je l'ai dit, donc c'est une recherche qui est encore en cours à l'heure, d'aujourd'hui, et l'idée, c'est vraiment de le tester dans un premier temps et de le construire, en Polynésie française, mais après d'essayer de le tester sur d'autres territoires insulaires, pour voir si la méthodologie, est possible, sur d'autres territoires et essayer d'accompagner ces territoires qui sont extrêmement vulnérables dans ce contexte de changement climatique. Je pense que j'ai un peu dépassé mon temps. Je vous ai mis, quelques références, scientifiques qui abordent cette notion d'observatoire. Donc si ça vous intéresse, d'approfondir peut-être un petit peu plus, j'ai essayé d'aller, le plus vite possible. Je suis désolée Manel si c'est pas le cas. Pas du tout, pas du tout. On a encore le temps. D'habitude, les webinaires, c'est pour 1 heure. OK. Donc, oui, c'est sûr qu'on va se garder un petit 10-15 minutes pour des questions. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Excellente présentation. Sincèrement, quel bel outil, très enrichissante. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Alexandre? Oui, bonjour. Ben, merci Charlotte pour ta présentation. C'est super intéressant. Moi, je travaille chez Ouranos. C'est Mmh. un consortium de recherche en changement climatique. Et en fait, c'est ça, il y a comme un enjeu présentement pour lequel je recherche des réponses, mais je vois on est de plus en plus en mesure de se projeter dans l'avenir au niveau des tendances en lien avec le changement climatique. On commence à pouvoir voir quels seront les impacts dans le futur sur les aléas. Mmh. Mais à ma connaissance, on a encore la difficulté à projeter les autres dimensions du risque, comme l'exposition, la vulnérabilité, de voir dans 50 ans, par exemple, est-ce qu'une ville va devenir plus vulnérable au niveau de sa population? Est-ce qu'il va y avoir des phénomènes d'étalement urbain, etc. Donc, je voulais savoir si dans tes travaux, tu avais vu cet enjeu-là ou si tu avais vu des recherches ou des modèles qui permettraient justement de projeter la vulnérabilité ou projeter l'exposition, Mmh. par exemple, pour une inondation.
Alors, je sais que notamment les rapports du GIEC intègrent quand même cette dimension de projection, hein, de vulnérabilité. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas ces modèles-là. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a vraiment une vive critique quand même par rapport à cette, modélisation et projection, Mm. de ces modèles. Alors moi, je vais prendre l'exemple, d'un projet que je connais bien parce que j'ai travaillé dessus. Le projet Moïse à Venise, je ne sais pas si ça te dit quelque chose? Mais c'est le projet vraiment de barrière flottante pour essayer de protéger le plus possible la lagune et la ville. Et il se trouve que le projet, il avait été, envisagé d'après mes souvenirs dans les années 2008-2010. Et en fait, pour plein de raisons, hein, mais le projet a eu beaucoup de retard, ce qui fait qu'en fait la conception, mais donc la modélisation et la projection de la vulnérabilité qu'ils avaient intégré pour la conception du projet était comme presque obsolète au moment où le projet a vu réellement le jour. Et donc là, on voit bien que cette prise en compte du futur et des impacts futurs sur une ville, et donc là, en l'occurrence, avec un projet technique pour essayer de préparer cette ville, n'était pas du tout en fait en ligne. Et donc là, ça montre qu'il y a une inadéquation de ces projections. Alors peut-être qu'elles sont soit trop positive, soit, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure on peut réellement critiquer ce qui a été fait. Mais en tout cas, voilà, là, c'est un exemple, parfait de l'inadéquation du modèle de prévision et de projection. Juste un mini complément, mais je me demandais, c'est ça, c'est dans une perspective technique, c'est certain que, tu sais, on ouvre les incertitudes sur plusieurs années, donc il y a des risques de se tromper. Mmh. Est-ce que ça pourrait quand même avoir une sorte d'usage pour plus convaincre les gens à changer leur comportement, tu sais, un usage plus communicationnel, de dire, voici des scénarios de comment la vulnérabilité pourrait augmenter, comment on peut faire dès aujourd'hui pour prendre des mesures Mmh pour ne mh. pas en arriver à ces situations-là. Donc, par exemple, avec les scénarios en changement climatique où on dit 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, en fait, on ne sait pas exactement où on Ouais. va arriver, mais on donne, on donne des exemples de quelles seront les conséquences négatives et Mmh mh. qu'est-ce qu'on doit faire pour les éviter. Donc, peut-être Alors dans cette perspective-là, il y a ouais. plus de... Non, je pense que c'est tout à fait juste. En fait, je pense que maintenant, le problème n'est plus tellement les connaissances parce que, Mm, voilà, on a énormément de rapports, scientifiques, on a énormément de médias qui brassent justement ces conséquences, si jamais on dépasse le seuil de 1,5 degré et cetera. Et j'ai presque envie de dire, en tout cas, moi, je le vois, notamment par rapport aux étudiants, donc tu vois, par rapport aux jeunes, il y a une forme de lassitude par rapport à mm, ce rabâchement sur les dimensions, théoriques, on va dire, de ces projections. Moi, je pense réellement que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est un lien avec les émotions et vraiment une projection émotionnelle de ce à quoi peut ressembler le monde avec 1,5 degrés supplémentaires ou 2 degrés ou 3 degrés ou 5 degrés. Alors, je ne suis pas du tout une adepte de cette chaîne, mais en France, il y a eu là-dessus, BFM TV qui a fait une projection avec, je crois, plus de 1,5, et donc voilà, ils faisaient une projection si on allait au-dessus et si on restait en dessous, et donc du coup, ils avaient vieilli les présentateurs. Enfin, vraiment, ils avaient essayé de mettre en scène. Et là-dessus, je trouve que c'est une bonne idée de mettre en scène, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'essaye un petit peu d'orienter mes recherches vers, les jeux sérieux ou les jeux de simulation. Parce que je pense que ce qui manque, c'est vraiment la dimension émotionnelle et vraiment, sensitive, en fait, du risque. Parce que les connaissances, on les a. mm. Maintenant, il faut le lier avec ce que ça peut produire en nous comme perception et émotion. Ouais. Alors je pense, après ça c'est que mon avis, hein, mais Merci. Excellent. Excellent. Moi, j'ai un petit complément par rapport à la notion de émotionnel. Je viens du domaine, bien évidemment, je ne suis pas novice dans le domaine, mais je pense aussi que durant des décennies, on a fait en sorte que le citoyen soit un peu dans l'inaptitude. complètement. Donc, c'est un citoyen pour lequel on fait tout, on Mmh, lui prépare tout, c'est l'État. Donc là, dans l'émotionnel, comment faire en sorte que le citoyen se sente mmh, responsable? complètement, Parce ouais. que, parce que c'est ça ce qu'on ressent sur le territoire. Personnellement, j'ai travaillé avec des sinistrés des zones inondables et ils sont dans le déni de Mmh. je ne suis pas responsable. Ça a été construit avant moi. Le bâtiment Oui, était oui, oui, déjà là. C'est comme tout le monde veut se déresponsabiliser. complètement. Mmh. Donc, comment aujourd'hui, nous et la génération future,
on se responsabilise tous et toutes et de se dire que tout acte, vraiment, chaque acte qu'on fait de bon, un bon geste pour l'environnement, ça pourrait avoir un impact parce que pendant des décennies, on a déresponsabilisé tout le monde et puis l'autre, c'est le méchant et c'est pas moi, mais dans la même dynamique, je pense, de l'émotionnel. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et cette notion de responsabilité, elle est à la fois individuelle et collective. Ouais. Et il y a un exemple d'un quartier dit résilient en Allemagne notamment. Et dans cette idée vraiment de changer le paradigme de responsabilité, donc ils ont construit en fait un quartier dans une zone inondable. Donc au lieu de décaler en fait la digue, ils se sont dit bah c'est pas grave, on va construire sur le plan technique de façon à ce que le quartier soit le plus résistant entre guillemets possible par rapport à l'inondation, mais on va donner un guide de bonnes actions à tenir à chaque nouvel habitant de ce quartier. Et donc il y avait vraiment cette volonté de OK, vous décidez de vivre dans ce quartier, et ben, il faut que vous soyez aussi responsable et de ne pas tenir, ne pas avoir des actions inconsidérées. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que nous, en tout cas en France, par exemple, on a vraiment cette attente, bah voilà, c'est pas grave, les pompiers viendront nous sauver, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller chercher sa voiture dans le parking souterrain, même s'il y a une inondation, c'est pas grave. Et je trouve que dans cette préparation et cette compréhension du changement climatique, il y a évidemment cette notion de responsabilité individuelle. Ouais. Oui, oui. Ben, on a des questions. Donc, on va commencer par Foucault Thomasé, puis ensuite, on va aller à Adam Abdine. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour Bonjour. la présentation. J'avais 2 questions, plus précisément sur la construction des indicateurs de vulnérabilité. Je voulais savoir quelle technique d'agrégation vous avez utilisée pour, associer différents critères qui, alimentent un indicateur. Je pense Ouais. notamment quand il y a des critères, par exemple, qui sont ponctuels, surfaciques ou linéaires ou qui n'ont pas la même échelle, la même unité. Comment est-ce que vous avez Mm. fait? Et ma deuxième question, si c'est possible, c'est, comment est-ce que des indicateurs qui sont ponctuels, vous Mhm. arrivez à les traduire dans une carte qui est carroyée avec une surface qui peut être grande? Est-ce que c'est, une question de densité d'éléments ponctuels, sur justement ce maillage ou enfin, Mm. comment est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît? Alors, du coup, moi, c'était des indicateurs de résilience. Pardon, Et OK. alors, non, mais il y a pas de souci, parce qu'en fait, au début, je pensais que tu parlais d'une autre approche, d'un des outils que j'ai présenté. C'est pour ça que je. Et donc, alors, pour l'agrégation, je ne sais pas si tu connais les travaux de Suzanne Cutter aux États-Unis, mais ça a été ma grande source d'inspiration, qui elle-même a développé des indicateurs de mesure de la résilience. Et donc, c'est vraiment la méthode min et max, en fait. Donc, vraiment pour essayer de classer, en fait, de transformer les données et de les classer de 0 à 1. Donc, pour essayer de les lisser le plus possible. Et donc, de 0, bah, c'était le moins résilient et 1, c'était le plus résilient. Et quand tu avais un indicateur qui était supposé avoir un impact négatif sur la mesure de la résilience, tu faisais -1 et après la formule min-max. Donc, voilà, ça c'est pour le côté technique. Et après, pour les carroyages, en fait, moi, j'ai utilisé l'échelle spatiale des iris, donc en fait, qui est plus large que le carroyage. C'était justement une de mes interrogations, mais notamment par rapport à la qualité des données, parce que du coup, la qualité était beaucoup plus faible avec les carroyages, parce que je suppose, donc nous, on a l'Institut national de statistique, en fait, donc c'était avec ces données que j'avais construit les indicateurs. Et donc, je pense qu'ils avaient eu le même problème, d'où le problème de qualité au niveau du carroyage. Et en fait, après, je faisais des sortes de buffers d'isochrones, en fait, pour essayer de voir par rapport au ponctuel la zone d'interaction, ou en tout cas d'action, par exemple, notamment une caserne de pompiers, pour voir en fait le territoire auquel ils avaient accès et donc du coup le territoire qui était couvert par leurs actions. Alors avec des questionnaires, avec des entretiens que j'avais fait avec eux, eux avaient estimé qu'ils étaient efficaces à 10 minutes d'intervention et donc j'avais créé des isochrones pour avoir un accès de 10 minutes et donc ça me créait mes zones à ce niveau-là. Voilà, OK, globalement. merci beaucoup. OK. Merci. Merci Très pour intéressant. Avec la plaisir. réponse. Adam? Oui, bonjour. Merci Charlotte Souci pour la de présentation. Ah, je ne sais pas si peut-être J'ai l'impression que ça a bugué, ouais. Ah, ça buguait, oui. Euh, mais bon, peut-être que je vais poser ma question et après... Bon, merci beaucoup pour la présentation, c'est Avec excellent. plaisir. Moi, je suis maître de conférence à Centrale Supélec dans l'équipe risque, résilience et fiabilité des systèmes complexes. On s'est Génial. croisés il y a 1 an, Oui, mais... oui, oui, c'est vrai, oui, pardon. ouais. Désolée, oui. Non,
Non, mais en tout cas, c'est excellent sa présentation. Moi, j'ai deux questions plutôt philosophiques ou conceptuelles, si tu veux. La première, parce que ça, c'est les questions que nous, on se pose aussi, et on n'a pas de réponse, et je voulais peut-être avoir ton retour par rapport à ça. La première, par rapport au concept de la résilience, et moi, j'apprécie beaucoup au début que tu as commencé avec cette... Je me permets de te tutoyer, hein, parce Oui, qu'on oui, est... bien sûr, bien sûr. Au début tu as lié ça au concept de risque, etc. Ce que moi, je trouve très pertinent et aussi, ça rejoint nos réflexions par rapport à ça. Cependant, je veux peut-être avoir ton avis sur le point de vue qui était adopté un peu par le professeur Taj Havern en Norvège, qui est un très grand professeur de risque, qui a une autorité, on peut dire, mondiale, entre guillemets, dans le domaine de risque, qui a publié en Nature en disant en fait, le concept de résilience, ce n'est pas un concept nouveau. La communauté de risque a toujours traité les mêmes problèmes avec les mêmes outils. Et que se pose la question, c'est quoi en fait, elle est où vraiment les nouvelles modes d'assessment ou d'analyse qui existent aujourd'hui que la communauté de risque n'a pas pu. Alors ça, c'était publié. Moi, je trouve que c'était très intéressant parce que quand j'ai lu ça, c'était convaincant quand même. Mais bien Si sûr, c'était dans Nature, à mon avis, oui, ça devait non, l'être. c'était convaincant. C'est une grande personne qui a travaillé toute sa carrière dans ce domaine et donc il était convaincant. Et pour moi, c'était intéressant parce que même si c'est convaincant, je ne crois pas qu'il n'y a pas une différence. Il y a une différence entre ce qu'on appelle une risque et résilience. C'est juste qu'on a du mal à l'identifier et à communiquer aux différentes entités. C'est quoi la différence? Et moi, en fait, on veut juste mettre nos doigts, si tu veux, entre guillemets, sur c'est quoi vraiment fondamentalement la différence? Et je veux savoir ton avis par rapport à ça. Et de deux, alors ça juste la première question, mais si je peux me permettre une deuxième. La deuxième, c'est lié au titre de la présentation, c'est opérationnaliser la résilience. Et du coup, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on travaille avec tous les grandes infrastructures, on travaille avec les opérateurs des infrastructures. Mais le problème, c'est que on a beaucoup des études, on a beaucoup de méthodes, etc. Mais opérationner la résilience, ça veut dire convaincre X entités que vous devez intégrer ces processus dans vos opérations, dans vos réflexions, ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui. Même si on a des études, etc., je ne veux pas donner des noms des entreprises, mais en tout cas, les entreprises qui gèrent les grands systèmes critiques, ils n'ont pas, peut-être qu'ils ont le titre, oui, gérer la résilience, etc., mais ils n'intègrent pas les approches que tu as présentées, ils n'intègrent pas les approches qui sont développées. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a un coût associé à tout ça qui est pour eux pas intéressant de dire, ah oui, ici, il y a une probabilité de, je ne sais pas, 1 sur machin, d'avoir ce problème, on ne va pas avoir un département et tous les processus développés au sein de l'entreprise. Et donc, la question pour moi, si finalement je peux poser la question, selon toi, comment peut-on convaincre les acteurs de la valeur de opérationnaliser la résilience dans leur processus? Voilà, ça c'est mes deux questions. Alors ça me fait rire parce que je pense que dans la salle, certains peuvent partager tes questionnements et peuvent avoir peut-être des réponses autres que les miennes, je sais pas. Alors déjà, ta première question, je pense qu'en tout cas par rapport au concept de résilience, oui, c'est pas un concept nouveau en fait. Pour moi, c'est tout le débat qu'il y a sur comment on définit le concept de résilience, sur d'où il vient, qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai un peu de mal, j'admets, hein, c'est enregistré, donc je vais être politiquement correcte, mais j'admets que j'ai du mal avec certains chercheurs qui passent leur carrière à se demander comment on définit le concept de résilience. Parce que pour moi, en fait, c'est rajouter de la complexité et un peu de la fumée aux yeux, quoi, tu vois. Donc vraiment se poser toujours la question, est-ce que c'est un concept nouveau? Comment est-ce qu'on le définit? À quelle discipline il appartient, etc. Pour moi, on ne répond pas à l'enjeu qu'il y a derrière. Et moi, je trouve que, alors je l'avais mis dans les limites, mais je trouve que ça peut être aussi une force de ce concept, c'est justement cette pluridisciplinarité. Parce que finalement, on peut s'appuyer sur la force de chaque discipline pour alimenter le concept, en fait. Donc,
voilà, personnellement, cette interrogation sur est-ce que c'est un concept ancien, alors paraît-il, en tout cas dans l'histoire du concept, la première utilisation du mot résilience, donc c'est vraiment du mot latin re et salire, donc rebondir, ressauter, c'était pour définir l'écho sur une montagne. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et finalement, si tu reprends vraiment étymologiquement parlant, bah voilà, en fait, c'est ça, et c'est ça qu'on cherche. Moi, souvent, quand je parle au grand public, je dis, bah voilà, peut-être que vous connaissez la résilience en psychologie par rapport à se remettre d'un traumatisme. Bah, c'est la même chose, sauf que vous l'adaptez au territoire, tu vois, pour essayer vraiment de garder les mêmes images. Et après, du coup, il y avait une interrogation par rapport au risque et à la résilience, si je comprends bien. Pour moi, un risque, c'est un aléa qui se produit sur un territoire avec des enjeux. Moi, si je veux définir d'une manière très facile, c'est comme ça que je le définis. La résilience, c'est comment se remettre d'un événement que tu n'avais pas prévu et des incertitudes qui sont liées à cet événement que tu n'avais pas prévu. Ça, c'est vraiment pour essayer de définir de manière très simple, mais je trouve que ça fonctionne en fait. On comprend ce qu'il y a derrière à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment... Oui, Si je excuse-moi. peux donc intervenir sur cette réflexion, parce que je suis d'accord avec toi, sauf que Mm. si on dit que c'est ça la définition, se remettre d'un événement ou quelque chose que tu ne peux pas avoir accès ou tu ne connais pas, c'est aussi, c'est pas un concept qu'on peut opérationnaliser, non? Et ben, en fait, pour moi, c'est apprendre, j'allais dire, à jongler avec l'incertitude. Ok. C'est-à-dire penser toujours, avoir toujours un plan B. Moi, c'est comme ça vraiment que j'essaie de l'expliquer aussi aux acteurs. Tu peux pas, en fait, mettre tous tes œufs dans le même panier. Ça, c'est l'inverse d'être résilient. Être résilient, c'est avoir plusieurs paniers et plusieurs œufs. C'est vraiment, si je prends des métaphores un peu basico-basiques, c'est ça. Et je pense qu'on a, et c'est tout le problème aussi des approches aléa-centrées, c'est qu'on a misé, on a une tendance à miser tout sur une seule stratégie. Et ça fonctionne pas. C'est parce qu'il y aura toujours le moment, et c'est pareil pour les outils de modélisation, tu auras toujours un truc que tu n'auras pas intégré. Mm. Euh, et donc voilà, moi je pense que c'est à ce niveau-là, et par rapport à ton interrogation sur comment convaincre les acteurs ou les entreprises de mener à bien des stratégies de résilience, cette interrogation, ça me fait penser en fait, je suis désolée pour les gens qui y croient, mais aux entreprises qui ont des millions et qui leur seule stratégie de RSE, donc pour l'environnement, se contentent de développer des fresques du climat. Et ça a le don de me rendre dingue, parce que je me dis qu'en 2023, c'est les seules actions qu'on mène pour se préparer au changement climatique. Je pense, enfin voilà, ça me rend un peu dingue. Mais c'est la même chose en fait. Oui, ils utilisent le terme de résilience pour souvent convaincre des investisseurs, convaincre des clients. C'est genre, bah, c'est bon, on a agi, mais effectivement, derrière, il n'y a pas grand-chose. Moi, je pense que souvent, malheureusement, il faut passer par l'argument économique. Économiquement, ça va être intéressant pour vous sur le long terme. Là, vous pouvez perdre des millions, et ça, là, on peut faire des modélisations, des simulations. Si vous ne faites rien à l'heure actuelle et qu'il y a un événement qui se passe dans 10 ans, regardez ce que ça peut vous coûter. Et je pense que pour certains publics, c'est le seul argument qui match. Voilà. Très Merci intéressant. beaucoup. Sur le plan de opérationnalisation, Adam, moi, je peux te dire que je défendrais l'avis de Charlotte comme chez les médecins. C'est-à-dire une personne qui est malade, le médecin n'a pas un protocole qu'il peut appliquer à tout le monde. Chaque personne, elle a un vécu. Donc, du coup, les médecins, moi, je viens d'une famille où tous mes cousins, mon frère, tous c'est des médecins. Donc, parfois, je lui dis, comment tu peux établir un protocole de soins? Et il me dit, on fait des essais-erreurs et puis ils font comme une image globale, puis qui s'approche d'eux. Mais c'est pour ça que ce que dit Charlotte est excellent, dans le sens où il faut avoir plusieurs stratégies, toutes prêtes en même temps, et puis au moment où il y a un sinistre, c'est laquelle qui va être la plus optimale à ce moment-ci. La semaine dernière, le Québec a vécu un événement extraordinairement inusité, c'est-à-dire une crise de verglas. Une journée, la pluie qui tombe, il y a une pluie qui tombe, mais qui tombe sous forme de glace. Donc, je pense que vous connaissez très, très bien la situation. Mes collègues français, ils me disent que oui, en France, on vit ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, je viens de l'Afrique du Nord. Donc, cette crise-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a paralysé le réseau électrique. Et du coup, on a des régions, on était 1,2 million de citoyens
sans électricité. Et vous savez l'importance de l'électricité dans nos vies, c'est comme de l'air, c'est juste après l'air. Il y a l'air, puis ensuite c'est l'électricité, c'est l'Internet, c'est le réseau téléphonique, tout ne fonctionnait plus. Et puis il y a des municipalités qui étaient en situation d'urgence inondation. Et pour résoudre le problème d'inondation dans leur sous-sol, ces personnes-là, ils ont installé des pompes submersives. Et les pompes ne fonctionnent pas lorsqu'il y a coupure d'électricité. Donc, il y a un double sinistre, pas d'électricité, inondation, et puis toutes les pompes de la ville, parce que la ville, elle avait des stations de pompage, comme pour dégager les rues, toutes les stations de la ville étaient sans électricité. Donc, comment faire en situation de crise comme ça? C'est des doubles aléas. Aujourd'hui, on ne vit plus inondation, tremblement de terre. Non, 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 on vit des sinistres comme on a vécu en 2019 avec la COVID. C'est-à-dire, on était en sortie d'inondation majeure au Québec 2019. Printemps 2020, on était en préparation de situation d'urgence inondation, on était en COVID. Donc, on n'avait pas le droit, la loi ne nous permet pas de réunir des personnes venant de familles différentes dans un centre. On était en quarantaine. Donc, c'est ça. L'avenir, c'est de composer avec des aléas différents et des événements majeurs comme inusités, mais de jongler avec ça. C'est exactement comme un clown qui jongle avec avec les boules, moi, je pense. Bon, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup. Je rebondis juste, Manel, une dernière fois, il y a aussi cette notion d'acceptabilité qu'on ne peut pas tout maîtriser et ni se projeter dans tout. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important. Et dans notre société, on a du mal avec ça. Mais je pense que c'est aussi la clé. Ça, c'est l'humain qui peut se recentrer et se calmer et arrêter d'imaginer qu'il peut tout contrôler. On est une infime partie sur la planète. Donc, Charlotte, je te laisse le mot de la fin avant de clôturer le webinaire. Merci beaucoup. Mais merci d'avoir été là. Merci pour votre écoute et puis vos questions. Je trouve que c'est vraiment passionnant parce que on maîtrise pas, enfin là, aucun de nous n'a la réponse. Et d'ailleurs, ce n'est pas la réponse qu'il faut trouver, mais les réponses. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment passionnant d'échanger et de confronter aussi nos points de vue, nos expériences et puis nos ressentis, puisque là, on pourrait conclure sur la dimension émotionnelle, ressenti et expérience de tout ça. Donc voilà, merci. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous par mail ou voilà, dans d'autres situations. Ouais, merci beaucoup. Merci à notre auditoire. Merci d'être parmi nous dans ce rendez-vous-là. C'était un plaisir. Je tiens